Bonjour à tout le monde. J'ouvre les discussions en tant que co-directrice de la revue avec Louis Gaudreault qui est également présent. Alors, il me fait grand plaisir de vous accueillir pour cette activité de lancement du numéro consacré à l'approche biographique et à l'approche narrative. Et à l'occasion de ce lancement, c'est vraiment une excellente occasion pour remercier tout d'abord les auteurs des textes publiés. Sans les auteurs, la revue n'existerait pas, évidemment. Alors voilà, c'est important de vous remercier. Remercier aussi les responsables de dossiers qui font un important travail de coordination de tout ce processus éditorial et remercier aussi les lecteurs, lectrices de la revue. Là encore, sans le lectorat, la revue n'existerait pas. Dernier petit mot pour les acteurs invisibles de la revue, les examinateurs, examinatrices des textes que je voudrais aussi remercier. Il y en a peut-être parmi vous aujourd'hui, des personnes qui ont examiné des articles pour la revue Nouvelles pratiques sociales, et j'y pensais aujourd'hui en me disant qu'on a un contexte social où on voit qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent, qui se multiplient. Alors, le rôle joué par les personnes qui examinent les textes proposés à la revue scientifique me semble souligner que l'importance de poser un jugement sur la validité des informations. Alors, c'est sûr qu'en sciences humaines, les critères de scientificité sont un petit peu plus complexes que dans ce qu'on appelle les sciences dures, les disciplines où il y a un petit peu moins de questions épistémologiques qui se posent. Mais l'importance de tenir compte à la fois de la diversité des narratifs, mais aussi des enjeux de justice épistémique, qui se croisent à travers de ça, c'est tout en maintenant une rigueur dans le fait d'examiner les connaissances qui sont produites et diffusées. Les examinateurs, examinatrices de la revue jouent un grand rôle là-dedans. Et on mesure aujourd'hui l'importance de la mise en débat des observations qu'on réalise et aussi des conclusions qu'on peut en tirer pour la démocratie, pour la vitalité démocratique de nos sociétés. Alors voilà, petit mot d'introduction en soulignant que ce numéro, entre autres, à mon sens, apporte une contribution à la vitalité démocratique de nos sociétés. Voilà, alors merci à tout le monde d'être là aussi, et je cède la parole aux responsables du dossier. Merci Audrey. Alors bonjour, je suis Danielle Desmarais, professeure associée à l'École de travail social de l'UQAM. Et il y a une centaine de personnes qui se sont inscrites à l'activité. Alors, merci de votre intérêt. Dans ce qui va suivre, j'ai le grand plaisir de vous présenter à très grands traits et très globalement les principales caractéristiques descriptives du numéro, ainsi que quelques points de convergence et de spécificité aussi des deux approches, approche biographique et approche narrative de White et Epstein, qui nous concernent à propos de l'intervention sociale. L'idée première de ce numéro est venue de la très longue collaboration que nous avons vécue, Annie Guzev et moi-même, à l'École de travail social, et nous avons pratiqué l'approche biographique dans de nombreux dispositifs. Et donc, c'était un premier atout pour proposer ce projet à NPS, Nouvelles pratiques sociales. De manière plus immédiate, toutefois, le projet de numéro émerge d'un colloque international sur les histoires de vie qui a eu lieu au printemps 2021
dans lequel nous avons posé quelques jalons d'un rapprochement entre l'approche biographique et l'approche narrative de White et Epstein, notamment dans un panel que vous trouverez sur le site du colloque si vous tapez « Les histoires de vie dans un monde en transformation ». Un résultat de toutes ces discussions, de ces échanges, ainsi que de l'appel à contribution, eh bien, un numéro que nous pensons incroyablement riche, constitué de 9 articles dans la rubrique dossier et de 4 articles dans la rubrique écho de pratique, selon le classement qui était souhaité par les auteurs. Ressort d'abord le grand potentiel heuristique de la narration du jeu dans la production de connaissances. Ce n'est pas nouveau puisque l'approche biographique s'est développée depuis plus de 100 ans maintenant en tant que dispositif de recherche dans de nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales. Mais ce qui s'impose au lecteur du numéro, c'est peut-être, entre autres, l'actualité des thématiques travaillées à la fois par l'approche biographique et par l'approche narrative. Je vous en laisse juge. Par exemple, l'accompagnement des aînés dans un hébergement de longue durée, la lutte contre les préjugés dont sont victimes les personnes trans ou non-binaires, la place qu'on leur assigne ou la place que prennent les femmes immigrantes et les femmes marginalisées dans nos sociétés occidentales. Les 13 articles présentent de plus une grande diversité culturelle et géographique. Les personnes et les groupes avec lesquels on s'engage dans une approche ou dans l'autre sont très diversifiés. Les dispositifs présentés, et là, on sera très content en travail social parce que les dispositifs présentés sont soit des dispositifs de groupe, soit des dispositifs en individuel ou alors des dispositifs qui combinent individuel et groupe. Enfin, je dirais que les auteurs des articles appartiennent tous et toutes à ce que j'appellerais les métiers de la clinique. Enseignants-chercheurs, psychologues, psychothérapeutes, gérontologues, gestionnaires de cas, formateurs, étudiants dans ces champs, ainsi que différents postes dans les organismes communautaires. Dans notre texte de présentation du numéro, nous avons tenté de faire ressortir de manière plus serrée les points de convergence suivants. D'abord, l'approche biographique, comme l'approche narrative, s'appuie sur une narration de soi dans une perspective temporelle, dont l'horizon couvre volontiers toute la vie pour ce qui est de l'approche biographique ou, de manière plus pointue, se concentre sur une histoire de problèmes vécus dans l'approche narrative de White et Epstein. Dans les deux approches, cette démarche narrative repose sur une quête de sens. L'issue attendue de l'une ou l'autre démarche est une émancipation individuelle ou collective. Le langage et ses différentes fonctions est le principal support de chaque démarche, laquelle, comme toute démarche humaine significative, se concrétise dans un processus. Les deux approches partagent de plus une vision socio-culturelle du sujet en démarche qui porte lui-même un héritage socio-culturel. Par ailleurs, l'approche biographique et l'approche narrative de White et Epstein se distinguent par leur finalité première. Depuis leur création, il y a plus de 100 ans, les histoires de vie ont été mises au service de la production de connaissances. Alors que l'approche narrative de White et Epstein, qui a émergé dans les années 80, a émergé dans l'accompagnement de différents types d'acteurs sociaux et de groupes sociaux qui souhaitaient se libérer de ce qu'on appelle une narration internalisée de problèmes socialement construits. Bien que l'objectif premier de l'approche narrative ne soit pas la production de connaissances, encourager un individu, un groupe ou une communauté à faire l'étude anthropologique de ses problèmes ou de sa souffrance sociale fait en sorte que les principaux intéressés produisent des connaissances sur le sujet lui-même en démarche et sur l'objet.
L'AB, l'approche biographique, comme vous le savez, a connu un développement fulgurant depuis quelques décennies. Certains chercheurs, donc, je crois, à mesure que la maîtrise était faite de l'approche biographique dans sa finalité de production de connaissances, on a voulu ajouter une finalité d'intervention. Et donc, voici qu'on se retrouvait avec une démarche qui portait une double finalité, production de connaissances et intervention. En sciences de l'éducation, depuis une quarantaine d'années, on a mis au point aussi des dispositifs de mise en forme de soi, c'est-à-dire donc une démarche formative. Bref, de notre point de vue, des découvertes émergent du croisement de ces trois finalités, production de connaissances, mise en forme de soi et intervention, ou si vous voulez, transformation du réel. Ces découvertes qui émergent du croisement des trois finalités, c'est d'abord au bénéfice de l'intervention sociale, me semble-t-il, mais aussi pour la recherche et pour la formation de l'approche biographique et de l'approche narrative. Un enrichissement qui nous apparaît même souhaitable en cette époque où la complexité du vivre ensemble augmente. Il nous conduit à diverses démarches de recherche, action, formation, soutenues tant par les approches biographiques que narratives. Alors voilà quelques mots. Et donc maintenant, je cède la parole à Annie qui va animer le panel. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour cette belle présentation du contenu du numéro. Et je tiens à dire qu'on est excessivement fiers du produit final. Je veux vous souhaiter à tous et toutes la bienvenue à cette activité de lancement et puis rappeler que l'objectif du panel d'aujourd'hui, en fait, est de continuer à réfléchir aux contributions de l'approche biographique et de l'approche narrative pour la recherche et pour l'intervention sociale. En d'autres termes, continuer à analyser comment, malgré leurs spécificités respectives, ces deux approches sont-elles susceptibles de se compléter et de s'enrichir mutuellement, qui, je pense, est un regard nouveau qui est posé à l'intérieur de ce numéro. J'accueille avec grand plaisir les 4 panélistes et aussi notre grand témoin. Et je vous remercie d'avoir répondu avec enthousiasme à l'invitation qu'on vous a lancée. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Tout d'abord, Jean Evenson Lizère détient un doctorat de l'Université Sorbonne Paris-Nord en sciences de l'éducation. Il est enseignant et chercheur à l'Université d'État d'Haïti et membre du laboratoire Ladirep. Il s'intéresse à la recherche biographique, à la construction identitaire et au processus de construction des savoirs informels dans des lieux non intentionnellement structurés autour des activités d'apprentissage, par exemple les musiques populaires ou le rap. Bienvenue, M. Lizère. Notre deuxième panéliste, Hélène Kaufmann, détient 2 maîtrises, l'une de recherche en gérontologie et l'autre en travail social. De 2017 à 2021, elle a travaillé au Centre de santé communautaire de l'Estrie à Embrun en qualité de gérontologue thérapeute. Elle travaille désormais en tant qu'agente de programmation, planification et recherche pour le CIS de la Côte-Nord. Elle continue aussi d'animer des interventions de groupe en autobiographie guidée à distance pour la communauté francophone de l'Ontario. Bonjour. Notre troisième panéliste, Charlie Gretenant, est psychologue et psychothérapeute en approche systémique et narrative. Elle travaille au cabinet Trame Narrative en Suisse et est également formatrice de professionnels aux pratiques narratives et superviseur. De plus, elle milite en faveur des diverses manières d'être vivant et s'implique pour préserver la biodiversité relationnelle. Enfin, elle est aussi engagée pour trouver des manières collectives et solidaires de faire face à la crise climatique. Bonjour, Charlie. Notre quatrième panéliste, Delphine Roy, est maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 au laboratoire Experis. Anthropologue de formation,
Elle enseigne en sciences de l'éducation et elle est rattachée au département communication français, langue étrangère. Elle est aussi affiliée à l'Institut Convergence Migration. Ses recherches portent sur les apprentissages transculturels, notamment à travers l'expérience des langues et des écritures. C'est souvent à partir de récits biographiques et d'approches ethnographiques qu'elle propose des dispositifs de recherche participative pluridisciplinaires. Enfin, notre grand témoin, André Grégoire, était jusqu'à sa retraite récemment psychologue et psychothérapeute. Il est intervenu auprès de jeunes adultes en milieu collégial, tout en menant une pratique privée auprès d'adultes et de couples ayant vécu des difficultés variées. Il a co-dirigé pendant 20 ans le Centre de psychothérapie stratégique voué à la diffusion des thérapies brèves systémiques et de l'approche narrative. Ses liens avec Michael White, cofondateur de l'approche narrative, remontent à 1993. Subséquemment, il a maintenu des contacts étroits avec Michael White et David Epstein, initiateurs de ce modèle, tout comme avec d'autres professionnels de renommée internationale associés à cette approche. Il a régulièrement animé des sessions de formation et des groupes de supervision clinique auprès de professionnels en santé mentale au Québec ainsi qu'en Europe francophone. Quelques petits mots avant de passer la parole au panel sur le déroulement de l'activité. Tout d'abord, chaque panéliste dispose d'une dizaine de minutes pour élaborer sur le thème, en fait, qui leur a été proposé par le comité organisateur. Le thème proposé s'inscrit bien sûr en lien avec leur contribution au niveau du numéro actuel. Tous les panélistes ont eu l'opportunité de prendre connaissance de l'ensemble du numéro pour pouvoir avoir une idée globale sur les différents articles qui étaient contenus dans celui-ci. Suite à la présentation de chaque panéliste, notre grand témoin disposera d'une quinzaine de minutes pour jeter un regard réflexif sur ce qu'il vient d'entendre, au fond partager ses réflexions, ses commentaires et ses questionnements. Par la suite, nous ouvrirons la discussion et nous avons pensé la faire en deux temps. Tout d'abord, en raison des nombreux articles reçus et de l'expertise des gens qui ont contribué au numéro, nous voulions leur donner la possibilité d'intervenir en premier pour une dizaine de minutes et on ouvrira ensuite la discussion à l'ensemble des personnes présentes. Tel que Gabriel l'a souligné, on va tenir compte aussi du fil de discussion, mais et tenter d'intégrer ce qui sera dit, tenant compte là, de comment évolue la discussion. Alors, M. Lisère, je vous souhaite, je vous cède la parole. D'accord, merci. En fait, je tiens à saluer mes collègues qui sont présents dans ce panel et je salue aussi les organisateurs du panel. Et je profite de l'occasion aussi pour féliciter les organisateurs qui ont vraiment travaillé dur pour réaliser et publier ce numéro de dossier. J'imagine que ce n'était pas vraiment facile parce que là, j'ai été au courant plus ou moins de toutes les étapes qu'il y a eu lors de la préparation de ce numéro. Donc, je tenais à féliciter les membres organisateurs. En fait, mes propos ont pour point de départ une considération concernant ce qui caractérise fondamentalement l'intervention sociale qui priorise l'approche biographique ou narrative. En s'adressant à des individus, à des groupes ou à des communautés, une telle intervention accorde une place de choix à la narration de soi, au récit que les personnes concernées font de leur expérience. Donc, je tiens juste à rappeler que j'ai à intervenir sur le sujet apport des finalités de recherche et de formation dans l'intervention sociale avec l'approche biographique ou narrative.
En fait, dans une intervention sociale qui priorise l'approche biographique ou narrative, on met l'accent sur la singularité des expériences individuelles. On essaie de développer vraiment l'accent sur ce qui contribue à des actions de transformation et d'émancipation des personnes concernées, en misant sur leur pouvoir d'agir et en accordant une haute importance à la manière dont elles font signifier les événements et situations de leur existence. Parallèlement aux objectifs fixés dans le cadre d'un tel type d'intervention, il poursuit également et très souvent des finalités de recherche et de formation. Et c'est justement là qu'il faut se poser la question, et c'est très pertinent de le faire, de questionner l'apport de ces deux finalités, la finalité de recherche et la finalité de formation. En fait, je vais aborder cette finalité-là, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je considère que ce sujet comme une question qui m'a été posée et que je suis obligé de répondre de manière simple et concise. L'intervention sociale peut être considérée comme un lieu de construction et de partage de savoir, en favorisant un climat de confiance favorable à l'élaboration des récits des participants. Un intervenant chercheur cherche à répondre à des préoccupations intellectuelles et heuristiques. Il cherche à saisir la complexité des faits, situations et expériences mentionnées par les participants. Il se livre à un exercice rigoureux de compréhension des récits individuels dans leur singularité, tout en sachant que les récits individuels sont aussi ceux des groupes et des collectivités. Cet exercice constant d'analyse et d'interprétation des expériences narrées par les participants, il apporte un éclairage sur la manière dont les participants parviennent à construire leur compréhension à la fois sur leurs histoires personnelles et l'histoire des autres qui partagent avec eux des conditions d'existence similaires dans un contexte social et culturel donné. Pour le chercheur curieux et attentif, l'intervention sociale constitue une occasion privilégiée pour observer des pistes qui mènent vers une compréhension de la manière dont les individus élaborent et élucident leurs récits en lien avec l'expérience des autres. Par exemple, une intervention sociale fondée sur des récits de vie en contexte de groupe restreint, comme on le fait dans notre unité de sociologie d'intervention et de recherche clinique, UPRIC, associée au laboratoire La DIREP de l'Université d'État d'Haïti, ça donne la possibilité d'observer la résonance de ce que raconte un participant sur un autre qui l'écoute et qui entend ce qui est raconté en partie comme une partie du film de sa propre vie. Au sein du groupe constitué se crée une sorte d'entre-soi où les histoires individuelles se côtoient et à travers l'éco-biographie qui se produit chez chacun, tout participant est interpellé d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les participants éprouvent le sentiment d'appartenir à une même communauté d'expérience et de sens. Cela a pour effet de favoriser chez eux un processus de mise en réflexibilité autour de leur parcours biographique et de leurs conditions d'existence. En effet, la mise en évocation et la mise en réflexivité qu'occasionne chez l'autre la résonance d'un élément de récit de vie, cela constitue un atout majeur pour un travail de co-construction de sens entre l'intervenant et les participants. Et le maître mot à considérer dans tout ce processus-là, c'est une quête de sens, c'est-à-dire un effort pour saisir la complexité des éléments de récit exprimés par les participants. Cet exercice de réflexivité a des effets de transformation sur les sujets, en ce sens que progressivement, ils tendent vers une compréhension sans cesse renouvelée de leur expérience et de leurs conditions d'existence. Car ces sujets ont l'occasion de faire un retour sur eux-mêmes, d'observer attentivement des aspects de leur singularité et de se mettre au cœur d'un processus réflexif
d'apprentissage et de formation. C'est ce qu'ont mis en évidence, par exemple, des auteurs comme Maria et Miranda de Sousa et Marcelo Silva de Sousa dans leur article Auto-soins et histoire de vie d'enseignants de l'école maternelle, un article qui est publié dans ce même numéro. Je m'excuse pour les éventuelles erreurs de prononciation. Ces auteurs ont observé que les enseignants prennent conscience de ce qu'ils ont vécu, réfléchissent sur leurs expériences, parlent de leur histoire de vie et expérimentent le soin de soi et font des choix face à des difficultés rencontrées. Ils soulignent aussi le fait que la formation soit un espace dans lequel un sujet peut se comprendre comme un artiste de sa propre vie, et construire avec les autres diverses possibilités d'existence en développant de nouvelles compétences en termes de savoir et de savoir-être. Dans une intervention sociale fondée sur l'approche biographique ou narrative, la finalité de formation marche de pair avec un travail de conscientisation par lequel les participants se mettent en question, accordent plus d'attention à leur manière d'être et de comprendre leur parcours de vie. En réfléchissant sur leurs conditions d'existence et leurs expériences singulières, ils élargissent leur conception concernant la possibilité de transformation de soi et autour de leur manière d'interagir avec les autres. C'est par exemple ce qu'ont montré Cynthia Barros Nascimento et ses collègues dans leur article portant sur les histoires de vie autour de l'écoute des enfants. Et bon, je m'excuse encore pour les erreurs de prononciation. Ces auteurs attirent l'attention sur le fait qu'écouter les enfants soit un exercice qui apporte aux adultes un certain nombre d'interrogations, de leçons, de défis et d'élargissement d'horizons qui les mobilisent tant sur le plan professionnel que personnel. Pour finir, je pourrais dire que dans le cadre d'une intervention sociale fondée sur une approche biographique et narrative, la recherche débouche sur des savoirs co-construits avec les personnes concernées, lesquels savoirs constituent pour celles-ci un puissant facteur d'émancipation. Car ces savoirs leur permettent de mieux saisir la complexité de leurs conditions d'existence singulières et collectives, d'accentuer leur conscience sur leur pouvoir d'agir en tant qu'individus qui sont en mesure d'advenir comme sujets historiques capables de penser, de réfléchir, de faire des choix, d'intervenir eux-mêmes sur ce qui les détermine, pour reprendre la belle formule de Vincent de Gaudiac dans son livre « Qui est je ». Tout ceci étant dit, on peut se demander ce que serait une intervention sociale dépouillée de toute finalité de recherche et de formation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Kaufmann. Bonjour à tous et puis merci de me donner cette occasion de partager ma passion pour les histoires de vie et aussi pour l'animation de groupes d'histoires de vie. Je voudrais aussi remercier ma collègue et co-autrice Karine Croteau qui est peut-être ici aujourd'hui, professeure en travail social à l'Université d'Ottawa, grâce à qui je me trouve en fait au fond ici aujourd'hui parce que c'est dans le cadre de ma fonction d'intervenante en santé mentale auprès des personnes âgées que nous avons fait connaissance. Et c'est elle qui m'a approchée pour m'inviter à co-écrire cet article dans la section écoute pratique. Alors, comme j'aime l'aventure, l'écriture et la recherche, nous nous sommes lancés et nous voilà. Alors, ça me fait très plaisir de participer à cet événement compte tenu du fait que j'intègre l'approche narrative brève en intervention individuelle dans ma pratique clinique et l'approche autobiographique en intervention de groupe auprès d'adultes âgés. Et c'est aussi en tant qu'ex-participante de groupes d'écriture autobiographique que je vous parle, pour l'avoir vécu une première fois dans ma ville natale à Genève, puis une deuxième fois avec le réseau BeRun aux États-Unis. Et je marque cette distinction parce que les deux approches étaient différentes. Et c'est une fois arrivée au Canada, au cours de mes années d'études en gérontologie à l'Université de Sherbrooke, sous la houlette du professeur Gilbert Leclerc, que je me suis intéressée à la méthode BeRun et que j'y ai été formée en 2009. Alors, il faut savoir que Dr. BeRun a été un des pionniers en gérontologie. Il était intéressé par l'amélioration de la qualité de vie dans la période du vieillissement. Et il a développé tout au long de sa carrière un protocole qu'il a nommé en français autobiographie guidée, en anglais Guided
Autobiography. Donc, le sens de ma démarche, c'était qu'en tant qu'intervenante en santé mentale auprès des personnes âgées, j'ai intégré le cadre théorique d'Erik Erikson, notamment au niveau des phases de développement de l'identité, et plus particulièrement la 8e phase qui s'appelle celle de l'intégrité versus le désespoir. Donc, en fait, ce que Erikson dit, c'est qu'au 8e stade, à partir de 65 ans et plus, l'individu recherche un sentiment de plénitude. Il doit faire un bilan positif de sa vie pour atteindre l'intégrité versus le désespoir. Et c'est ça qui l'aide à faire face à la finitude de sa vie avec sérénité. Donc, en fait, au niveau de la méthode, Byron a construit cette méthode, un protocole, au fond, validé scientifiquement. Et c'est une méthode qui est assez puissante pour aider les gens à mieux se comprendre et à comprendre leur place dans le monde. Alors, ça fait appel à un processus semi-structuré qui utilise à la fois les réminiscences, la thérapie narrative, l'exploration psychologique et qui intègre en groupe des expériences individuelles. Donc, comme je dis, il y a eu de nombreuses recherches qui ont validé le processus en termes de bénéfices majeurs d'amélioration significative sur le plan de la croissance personnelle, les relations positives avec les autres, diminution de l'anxiété, des tensions, élimination du sentiment d'isolement, acceptation, estime de soi, facultés cognitives améliorées. Et le bonus, c'est aussi la production d'écrits. Donc, en fait, l'expression créative. L'idée aussi de Byron, c'était de laisser au fond la possibilité aux personnes adultes âgées de laisser un legs, un héritage à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Qui n'aurait pas voulu savoir ce que nos grands-parents ou nos parents ont vécu? Alors, c'est ça. Donc, en fait, à qui s'adresse l'atelier? Il s'adresse aux personnes qui vivent une transition de vie importante ou alors aux personnes qui ont besoin de s'ajuster à un nouveau rôle ou à une perte de rôle. Je pense aux proches aidants, par exemple. C'est aussi des personnes qui sont à la recherche d'un sens dans leur vie. Ou alors des personnes qui ont besoin de se valoriser suite à justement des pertes encourues durant cette période de vie. Donc, renforcer aussi leur pouvoir d'agir. La structure, c'est donc en fait des rencontres en petits groupes, un maximum de 6 personnes pour un animateur. Pas de prérequis à l'entrée. J'ai eu des personnes dépressives, même suicidaires dans des groupes. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement, mais l'effet du groupe a permis à ces personnes de sortir la tête hors du lot, donc ça a été finalement bénéfique aussi. Donc, les rencontres, c'est 2h30 à 3h une fois par semaine, pendant une période de 8 à 10 semaines. Et la seule condition, au fond, c'est pour le participant d'écrire chez soi, donc de venir à chaque séance avec 2 pages de récit de vie sur le thème qui aura été abordé pendant la semaine durant la rencontre. Alors, la première rencontre, c'est vraiment les consignes, on met la table et donc on partage, donc les participants sont informés qu'ils peuvent partager, ils ne partagent que ce qu'ils choisissent de partager, il n'y a aucune obligation. Pas de jugement, pas de conseils à donner. Donc, en fait, on établit une atmosphère de respect. Et la notion d'écoute active est aussi renforcée dans le sens que ça fait partie du partage. Alors, les commentaires d'encouragement, les questions de clarification possibles, les reflets, les résonances, l'aspect de résonance est très important aussi à partager. Et puis, donc en fait, la dernière chose, c'est l'aspect de la confidentialité pour créer cette atmosphère sécuritaire. Donc, en fait, un contrat de confidentialité est signé et à ce moment, le groupe est formé, il est clos, c'est un espace clos comme un entre-soi, comme M. Lisère l'a mentionné dans son article, où les choses peuvent se dérouler. Et donc, chaque session porte sur un thème différent de la vie. Les thèmes sont progressifs, ce sont des thèmes universels que tout le monde a vécu. On commence par une rétrospective de sa vie avec un graphique, et puis ensuite, on déroule avec la famille, le travail, la santé, etc. Les thèmes sont... on peut changer les thèmes. En tout cas, il y a quand même une fondation justement pour entraîner ce cheminement progressif. Et puis, donc, tout un matériel assez important, un matériel didactique est fourni à chaque séance, optionnel de lire pour la plupart des choses parce que c'est beaucoup de matériel, mais en fait, il y a des questions d'amorce ou de sensibilisation qui sont aussi données et qui permettent au fond à chaque participant une réflexion en profondeur sur les aspects variés des thèmes abordés.
Donc, en fait, le format est toujours le même à chaque séance. La première partie des outils sont donnés pour raviver, collecter, organiser les souvenirs, pour favoriser les associations, développer la créativité, pour éviter le syndrome de la page blanche. On utilise les métaphores et beaucoup de discussions aussi, de réflexions sont proposées autour des thèmes portant sur les constructions sociales et la place des participants dans ces constructions sociales. Et donc, la seconde partie de l'atelier est dédiée strictement à la lecture des récits de vie et avec les résonances. Donc, il faut savoir que ces ateliers sont guidés par des animateurs qui ont été formés par le Centre Byron. Et à ce jour, en fait, c'est un réseau constitué d'à peu près 600 facilitateurs dans 26 pays. Alors, pourquoi donc moi, ce qui m'a intéressé au fond dans cet article-là, c'était de savoir c'était quoi la place entre l'intervenant et le sujet qui se raconte. Et donc, en fait, le processus, et c'est vraiment réellement, on voit ce processus-là, c'est que j'essaye de sortir de mon rôle d'intervenante en santé mentale, d'experte en d'autres termes. L'idée, c'est justement de reprendre ce qui est en narratif, c'est que c'est le client qui est expert, n'est-ce pas? Ce n'est pas le thérapeute. Alors, pour sortir de ce rôle d'expert, ben, j'utilise une métaphore et j'utilise la métaphore d'un voyage organisé. Je leur dis, ben voilà, c'est très simple, on part, on prend un minivan, on est 6 à embarquer et moi, ma posture, ben, je suis à la fois celle qui conduit le minivan et le guide, celle qui vous présente des paysages que je vous invite à commenter et à réfléchir et à partager. Donc, au fond, je reprends le paradigme de Yalom qui dit que les participants deviennent des compagnons de route et nous sommes ensemble engagés dans cette entreprise. Aucun thérapeute ni personne n'est à l'abri des tragédies de l'existence. Donc, sans le verbaliser, je me positionne de facto comme une accompagnante, en fait, mais pas du tout comme une experte. Donc, en fait, mon rôle se limite à encourager, à apporter des thèmes et éventuellement à ce que les consignes soient respectées. Et une fois que le sentiment de confiance et de sécurité est installé, ben, le processus, la beauté de l'affaire, la magie du groupe fait que le processus se déroule par lui-même. Donc, l'accent est toujours mis sur le regard intérieur, l'espace créatif, l'humour, le jeu. Et dans ce contexte-là, donc en fait, il n'y a aucune intervention supplémentaire à faire. En fait, ce qui est encouragé, là, c'est vraiment amener le groupe à se faire confiance par lui-même. Le groupe est capable de s'auto-porter. Et de là, on voit que l'empowerment se place à la fois individuellement et en groupe. Donc, ma posture en tant qu'intervenante à ce moment-là est vraiment de m'effacer le plus possible pour ne pas influencer et d'observer. Et comme je disais tantôt, d'amener éventuellement des nouveaux éléments pour la discussion ou quelques mêmes exemples d'expériences personnelles, mais très limitées parce qu'une question de temps, on n'a pas le temps de prendre parole. Donc, au fond, la dynamique du groupe s'installe d'elle-même, sans correction ou sans ajustement. Et pour moi, en fait, quand finalement, je peux ne même pas être là, au fond, c'est un succès. Je le considère comme un succès. Le groupe s'autoporte comme une bulle. D'ailleurs, en fait, à ce moment-là, les participants réalisent qu'ils peuvent transcender les barrières habituelles de méfiance, les craintes d'être jugés, pour vraiment accéder à un espace réel d'authenticité, de vérité, de bienveillance. Et souvent, les participants demandent à se revoir quand l'atelier est terminé et poursuivre le processus par eux-mêmes. Alors, quand ça arrive, c'est aussi pour moi un signe de succès. Donc, au fond, c'est ça, j'ai voulu vraiment témoigner de mon expérience en tant que facilitatrice de ces groupes-là, en adoptant une posture, au fond, d'accompagnatrice, et j'utilise le mot catalyseur, parce que c'est une catalyse, c'est quelque chose qui déclenche quelque chose, mais en faisant complètement abstraction de la notion d'experte, en fait, d'intermédiaire avec un savoir. Et ceci pour vraiment offrir un réel espace de liberté, comme une page blanche où, au fond,
émerge ce qui doit émerger au moment où c'est le moment. Donc, au fond, l'idée, c'est que les participants puissent vraiment recréer leur vie, leur histoire de vie, à l'écoute de personnes bienveillantes, et le résultat en termes de création de liens et de sens font que certainement les participants terminent l'atelier épuisés, mais grandis, certes, et enrichis et inspirés à poursuivre le cours de leur vie avec une histoire qui s'est recréée, une meilleure conscience d'eux-mêmes et de leur contribution et de la place qu'ils occupent sur cette terre. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Kaufmann. Je passe la parole à Charlie Bretonat. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je me sens particulièrement honorée d'être avec vous ce soir parce qu'on a trouvé une manière magique de voyager d'Europe jusqu'à Montréal dans un temps record et je suis honorée de me sentir un peu comme à la maison. Il y a 12 ans, j'ai entrepris un voyage totalement existentiel à Montréal, au pays des pratiques narratives, puisque j'ai eu la chance d'être formée par André Grégoire, avec dans la volée de formation Annie que j'ai rencontrée. Donc voilà, d'où je me sens un peu comme à la maison. Et à Montréal, une chose que j'ai découverte et qui pour moi était fabuleuse et qui est en lien avec ce dont j'aimerais vous parler, c'est le métier de psychoéducateur, psychoéducatrice, qui lie pour moi la question aussi de l'intervention sociale et qui ne la consigne pas dans les 4 murs du bureau d'un psychologue ou d'une psychologue et qui lui permet d'exister aussi sur le terrain autrement. J'ai vécu 18 mois à Montréal et j'ai travaillé dans un organisme communautaire qui proposait autant des thérapies de famille que des interventions dans les écoles et toutes sortes d'ateliers pour les enfants, notamment autour du développement des compétences sociales, ainsi qu'à la rencontre des familles dans leur maison, et ça m'avait passionnée. La question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est de me demander un petit peu comment, dans l'approche narrative ou biographique, on allait à la rencontre des savoirs expérientiels, des savoirs vraiment des personnes de l'intérieur. Donc, je rejoins tout à fait Madame Kaufmann quand vous dites qu'on essaye de sortir, on a à cœur de sortir de cette posture d'expert. Et du coup, si on n'est pas expert et qu'on n'a pas de minibus, comment on fait pour partir en voyage ? Comment on fait pour aller vers cette quête de sens, comme vous le disiez, Monsieur Evanson-Lizer aussi, ça m'a beaucoup touchée. Eh bien, je vais m'appuyer sur une notion qui a été développée par Michael White, qui s'appelle la migration identitaire. Elle me parle beaucoup, et encore plus ces 2 dernières années, dans le contexte sanitaire et social qu'on connaît, d'un tel bouleversement et du fait qu'en fait, on se met en route souvent face aux épreuves de vie. On se met en route, c'est pas forcément volontaire. Parfois, je dis aux personnes que j'ai l'impression qu'elles ont été poussées dans le dos à se mettre en route vers quelque chose qui peut être terriblement douloureux et que leur identité va migrer. Et ça a un côté très déstabilisant d'entreprendre ce genre de migration parce qu'on sait peut-être d'où on part et on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas où on va. Et ne pas savoir où on va, ça crée beaucoup de confusion. Et je crois que l'approche narrative ou biographique, c'est demander comment on peut accompagner les personnes dans ces migrations identitaires, telles que Michael White les nomme, comment on peut les accompagner. Moi, l'image qui me parle beaucoup, c'est un pont suspendu dans le vide, sur lequel on s'est retrouvé propulsé à un moment donné. Donc, on a quitté une berge qui était familière, qui était peut-être pas très confortable, ça dépend tout des histoires de vie, ça dépend des récits, mais toujours est-il qu'on se retrouve en tout cas, alors peut-être moi ça me parle parce que j'ai un peu peur du vide, je ne sais pas, il faut trouver vos propres métaphores, mais on se retrouve comme ça sur ce pont suspendu, on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver, on sait que peut-être quelque part se trouve une autre berge, mais on ne sait même pas de quoi elle est faite, on ne sait pas combien de temps va durer ce voyage. Et Michael White nous invitait à accompagner les personnes dans ce chemin. Accompagner les personnes dans ce chemin signifie vraiment aller à la rencontre de leur propre savoir, d'être centré sur leur savoir et leurs ressources, parce que c'est effectivement pas nous qui allons leur dire mais oui, viens, je te promets, après, la berge d'après, elle est superbe. Évidemment qu'on ne se met pas dans une telle posture.
Alors, quelle posture pour aller à la rencontre de ces savoirs locaux populaires? André, toi, tu dirais une posture de Sherpa. Et ça aussi, c'est une image qui me passionne. C'est une posture de un pas en arrière, comme disait aussi Steve de Chaser. On est juste un pas en arrière de la personne et puis on l'accompagne. On a un rôle de guide, un peu comme vous disiez aussi, Madame Kaufmann, sur le fait de dire « Oh, regardez là, il y a quelque chose d'intéressant », de porter parfois le regard sur des paysages intéressants ou sur des endroits que la personne ne verrait pas. Et puis, on porte un bagage, assurément. On n'est pas dans une position d'expert, mais du coup, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se trouve dans notre bagage? Je pense que Michael White et David Epstein, je connais évidemment, je suis formée en approche narrative, je ne peux pas parler pour l'approche biographique. Je peux imaginer évidemment qu'il y a quelque chose du même type, nous disent, eh bien, en fait, dans notre bagage, on a surtout des questions. On a des manières d'aller à la rencontre des personnes à travers les questions. Et en fait, chaque fois qu'on pose une intervention, on n'est pas neutre, on est à un carrefour. Et nos questions sont autant de carrefours, sont autant de versions possibles de l'histoire qu'on va raconter. Et ça, c'est aussi Michael White qui dit ça de cette manière-là, c'est que une question, elle génère des possibles. Et nous, en tant qu'intervenants, intervenantes, on va avoir cette responsabilité aussi de proposer un chemin. Ce sera évidemment jamais de l'imposer, mais de proposer un chemin avec la responsabilité aussi qui est la nôtre. L'approche narrative va plutôt proposer des cheminements du côté des valeurs, du côté des projets, du côté des intentions, du côté de ce qui soutient la personne, du côté des ressources. Et c'est ces questions qui vont nous guider vraiment dans l'intervention à aller à la rencontre de ces savoirs locaux et populaires. J'aimerais sortir un petit peu de l'article que j'ai écrit pour vous dire aussi la migration dans laquelle je me trouve en ce moment, où en juillet, on est parti avec ma famille, j'ai 3 enfants, et on est parti sur les routes. Et pour moi, c'était une manière d'aller sur le terrain. Je vous parlais tout à l'heure de ce fabuleux métier de psycho-éducatrice. Et pour moi, c'était une manière de dire allons à la rencontre des communautés, allons à la rencontre sur le terrain des personnes qui vivent peut-être de manière un petit peu différente. Et malgré le contexte sanitaire, vous êtes d'accord que ce n'était pas le meilleur moment pour se mettre en route. Et pourtant, l'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre des personnes sur le terrain. Et grâce aux questions et grâce au jeu qui s'appelle Graines de rêve, qui est un jeu thérapeutique dont je parle dans l'article qu'on a développé avec ma collègue Doria Roustan, un jeu qui sert à la fois de voyage intérieur et aussi de mise en lien entre les personnes. Et on souhaitait, avec ce jeu, vraiment aller à la rencontre des personnes, de ce qui leur tient à cœur et de leur propre migration identitaire. Donc, quand je dis migration identitaire, c'est évidemment très, très large et ça comporte toutes sortes d'épreuves de vie. Moi, j'ai l'impression que pour aller à la rencontre d'une personne, une clé aussi, c'est quelle métaphore. J'ai aimé quand Madame Kaufmann, vous disiez nous, on se met à table, on met la table. Et du coup, ça, c'est une métaphore. Alors, est-ce qu'on on met la table avec les gens qu'on accompagne? Est-ce qu'on se met en route? En fait, comment on va s'y prendre pour vraiment être absolument centré sur la personne ou les personnes, les collectifs qu'on va accompagner, plutôt que centré sur nous en tant qu'intervenants, en tant que thérapeute éventuellement. Peut-être que pour terminer ce petit moment avec vous, j'aimerais vous proposer une question à chacune d'entre vous. Évidemment, vu le nombre qu'on est, on ne va pas y répondre, mais vous pourriez y répondre dans la partie conversée. Peut-être c'est parce que je viens de passer tout l'hiver dans une zone très humide et très froide et que j'ai besoin d'inviter un peu le printemps. Je ne sais pas à quoi ça ressemble à Montréal en ce moment. Mais la question que je vous propose et à laquelle je vous invite à réfléchir si vous avez envie, à partager dans la partie conversée si vous avez envie aussi, c'est si je vous demandais qu'est-ce qui remplit ton cœur de cerisier en fleurs? Ce serait quoi? Et ça m'intéresserait beaucoup parce que je crois qu'on peut aussi aller à la rencontre de vos expériences et vos savoirs locaux et populaires. Merci beaucoup et puis à tout de suite. Merci beaucoup, Charlie. Alors, je te dirais qu'au Québec, là, on a de la pluie verglaçante là, présentement. Mais le temps se réchauffe tranquillement.
Alors, je passe maintenant la parole à Delphine Roy. Bonjour à vous toutes et vous tous. Alors, je remercie évidemment cette proposition de rencontre que je trouve extrêmement riche et avec les précédents collègues. Et donc moi, on m'a demandé de travailler sur l'importance de l'environnement social dans le processus d'aliénation-émancipation. Alors pour moi, ça a été une vraie tâche en me disant, mais qu'est-ce que je vais raconter là? Alors j'ai essayé de reprendre mon article que j'avais oublié entre-temps pour voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir et peut-être mettre au travail ceux de mes collègues, mais je pense que j'aurais besoin de leur aide. Et donc c'est sûrement dans la partie discussion qu'on verra si on trouve des similitudes ou pas. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est une pratique toujours très située et je pense que les récits le sont. Lorsqu'on parle de récits ou de biographie ou de narrativité, elle s'inscrit vraiment dans un lieu, dans une époque et dans une histoire sociale, familiale, que chacun va développer. Donc, forcément, l'importance de l'environnement social est prégnant, je crois, dans tous nos articles et dans toutes nos démarches. Donc, moi, je me suis appuyée sur une recherche concernant le rapport à l'écrit de femmes migrantes en France, hispanophone, qui étaient lettrées et peu lettrées. Et dans l'article, j'ai essayé de parler des femmes peu lettrées et de la manière dont elles se saisissent des histoires de vie pour elles s'autoriser, pour en faire quelque chose de tout à fait personnel. Alors, est-ce que c'est émancipatoire? En tout cas, c'est quelque chose qui les rend actrices ou autrices de leur récit et de leur propre vie. Mais comme je crois, la plupart des personnes avec qui les autrices, les auteurs ou les intervenants travaillent. Alors, qu'est-ce qui fait dans leur environnement social qu'est-ce qui bouge? Alors, pour elles, et ça peut être valable pour d'autres types de publics, comme les communautés traditionnelles des enfants au Brésil, les jeunes criminels, etc. Il y a un stigmate qui est porté sur leur personne, puisqu'elles ne parlent... elles sont peu lettrées et elles parlent une langue qui n'est pas châtiée, qui n'est pas dans la norme, dans la reconnaissance sociale attendue. Et donc, ces femmes-là ont ce stigmate, mais développent, et alors, comme stigmate au sens de Goffman, bien sûr, mais développent elles-mêmes une incorporation très forte de ça et sont persuadées que ce qu'elles produisent comme texte n'est pas du texte, puisque la société leur renvoie finalement leur sentiment de manque. Et donc, c'est quelque chose qui est intégré dans beaucoup de personnes qu'on déqualifie, puisqu'elles intègrent elles-mêmes les normes sociales qui sont imposées par la société. Dans ce cas-là, comment on fait, nous, intervenants, quelle que soit notre place et notre rôle vis-à-vis de ces personnes, pour déjouer en fait ces systèmes qui sont déjà là dans une prégnance. Et il faut souvent... Alors, on ne peut pas de toute façon émanciper les gens. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de vocation d'émancipatrice de gens que je ne connaîtrais pas. Ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mon rôle et en plus, ce n'est même pas mon désir. Je pense que les gens sont assez grands et que je... Voilà. Mais qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à s'émanciper? Donc là, moi, j'ai commencé à réfléchir pour les femmes, en tout cas, que j'ai côtoyées. C'est une dimension qui a eu lieu grâce à un élément déclencheur. Mais l'élément déclencheur n'est pas forcément un élément qui veut l'émancipation. Dans un cas, alors il s'agit d'une vieille
une personne déjà âgée au cours de sa vie qui va ouvrir la porte d'un centre social pour s'alphabétiser, alors qu'elle est déjà en France depuis très longtemps. Ça va être juste la personne de l'accueil qui va l'écouter et qui va lui dire « Ah mais madame, ce que vous me racontez, eh ben, ça pourrait faire un roman. » Et cette petite phrase qui est dite par une personne de l'accueil va résonner pendant des années dans la tête d'Isabelle, qui ne savait pas encore écrire. Et ça va être le déclencheur, finalement, de sa volonté d'écrire son récit en apprenant à écrire. Et donc là, on voit que la personne, elle a dit ça effectivement par bienveillance, par un souci d'accueil, mais elle ne s'est pas projetée du tout dans un accompagnement à long terme d'Isabelle. Donc ça, c'est un élément déclencheur où finalement le social vient bousculer un ordre déjà établi, mais vient résonner quelque part très fort, sûrement dans une attente ou dans un désir qui n'avait pas été formulé de la part d'Isabelle. Le deuxième moment d'autorisation que j'ai trouvé, c'est justement celui où l'une des personnes avec qui j'ai travaillé, donc, où moi, en tant que chercheuse, j'ai prélevé sa parole, son histoire, etc., dans une fin de recherche. Et je n'étais pas comme Gaston Pinault dans une volonté d'auto-formation ou de formation de la personne. Le récit qu'elle produisait, c'était vraiment pour moi au départ, hein, et elle le savait. Et donc, j'avais anonymisé son parcours, on avait revu ensemble les éléments qu'elle voulait ou pas faire figurer, elle me les avait fait changer, etc. Et finalement, quand l'ouvrage a été produit, elle s'en est saisie en le mettant sur Facebook. Et en produisant, en fait, en devenant autrice et en disant, bah là, il y a mon histoire, dans un ouvrage qu'elle ne lira certainement jamais, mais où elle s'appropriait, en fait, cet élément-là narratif qu'elle avait voulu au départ être complètement anonyme. Donc là, on voit bien que, et ça c'est assez jubilatoire, que les personnes trouvent des manières de s'émanciper elles-mêmes, malgré le chercheur ou malgré les intervenants. C'est-à-dire que finalement, le social peut bousculer, hein, le social peut interpeller, mais c'est toujours la personne qui devient autrice elle-même de sa propre émancipation par la voie qui lui correspond et par la voie qu'elle choisit. Moi, je n'avais pas pensé à ça, mais j'imagine que le social produit ça dans les bouleversements. Alors, une autre thématique de l'environnement social dans le processus d'aliénation et l'émancipation, et ça, je pense que Charlie Crétenou l'a déjà évoqué, c'est la mobilité. Puisque la mobilité transfigure complètement la migration, les usages sociaux, les pratiques, les modes relationnels, et finalement bouleverse un petit peu toutes nos pratiques et nos rapports sociaux. Et donc, dans cette nouvelle personne qu'on est en train de devenir dans un autre lieu, forcément, il y a des basculements, des décalages dans le jeu d'aliénation et d'émancipation qui pouvaient préexister et dans celui qui arrive. Et ce jeu-là, il n'est jamais fait à l'avance, ce me semble, et les personnes arrivent vraiment, moi je suis souvent étonnée de la manière dont elles déjouent les assignations et comment elles peuvent parfois s'en emparer pour produire des choses qui les concernent, mais qui sont souvent absolument invisibles. Alors, et là, on en revient au stigmate et au poids du social. Et alors, dans cet aspect-là, je pense que finalement, il y a toute une part intime
est presque muette, en fait, de la manière dont la personne peut finalement créer et se créer des passages, des interstices avec toutes les assignations qu'on va modeler pour lui et comment il peut se jouer de tout cela. Alors, je reparle d'Amalia parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui déjoue vraiment tous les systèmes prédictifs à son encontre, puisque non seulement elle va donc mettre le livre sur Facebook, elle va participer activement avec sa famille à des débats et des récits où elle va elle-même chanter. Donc, elle va mettre en scène son récit et en produire un autre. Et ensuite, et là, c'est vraiment ce qui m'intéresse et qui m'étonne encore, c'est qu'elle va prendre son pseudonyme, donc Amalia, c'est son pseudonyme, et elle va changer sa page Facebook en mettant son pseudonyme comme nom. C'est-à-dire qu'elle va devenir presque le personnage qu'elle s'est créé, elle va en faire une identité presque sociale. Alors, je ne sais pas si c'est l'aliénation ou de l'émancipation. En tout cas, je trouve, et je n'étais pas la seule à m'intéresser à la place du chercheur, il y a des articles assez fabuleux dans le numéro qui travaille justement sur la question de la place du chercheur et comment finalement il bascule, enfin quelles sont ses réflexions par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble assez fabuleux, c'est comment les personnes se déjouent, parce qu'on est dans un système quand même de domination, quand on est chercheur ou chercheuse, d'autant plus, alors moi qui travaille sur l'écrit avec des gens non lettrés, c'est assez fort, et comment finalement ils arrivent à renverser les rôles et à se ressaisir d'une manière tout à fait inventive et créative de cet espace qui au départ ne leur appartenait pas. Et donc, le fait, effectivement, qu'elle prenne possession de ce personnage fabriqué pour la recherche et qu'elle en fasse une identité sociale, voilà, c'est un exemple qui me semble assez puissant justement du jeu des personnes qu'on interroge et qui ne sont pas seulement sujets, mais qui sont vraiment autrices et de l'histoire que l'on construit ensemble. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup à vous quatre. Vous avez mis une table large et très riche. Je vais te passer la parole, André, pour que tu puisses nous partager ce que tu en penses, ce qui te vient en tête. Oui. Alors, bonjour. D'entrée de jeu, j'aimerais juste corriger un peu l'introduction que tu m'as faite, Annie. Je ne voudrais pas me présenter comme un grand témoin, mais un petit ou moyen témoin, dans la mesure où mon part d'attache dans l'univers narratif vient de l'univers des thérapies, Michael White, Epstein et tout ce courant, comme tu as bien précisé. Et je sais que c'est une des couleurs de l'arc-en-ciel narratif et biographique. Et donc, il y a peut-être des choses que je vais dire qui ne rendront pas justice à ceux qui proviennent de d'autres tendances ou de d'autres univers. J'aimerais ça que les gens ne soient pas offusqués ou blessés par ça. C'est mon analphabétisme un peu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en lisant le numéro de la revue, et puis je pense que ceux qui vont lire et faire le tour vont être étonnés du foisonnement des lignes de pensée narrative. Une des choses qui m'a frappé, c'est le corpus bibliographique de chacun des articles. Il y a des recoupements, mais il y a des lignes de pensée très différentes. Il y a 4 ou 5 lignes de pensée d'auteurs qui ont nourri l'univers biographique ou narratif, ce que parfois on ne voit pas avec un numéro thématique. On retrouve dans la bibliographie des auteurs qui sont
transversaux. Et là, il y a 4 ou 5 lignes ou regroupements d'auteurs vraiment différents selon qu'on vient du milieu de la psychoéducation ou de la criminologie, du travail social ou de la sociologie. Bon, bref, voilà. Et là-dessus, ça me permet de dire que l'envers de ça, c'est qu'un grand travail qui a été fait par les gens qui ont assemblé ces numéros et permis à ces lignes narratives de se côtoyer et de dialoguer entre elles. Annie, Daniel, les auteurs et tous les auteurs, je pense que ont contribué à donner une amplitude à l'univers narratif. Et moi qui aurai plusieurs livres à lire où j'ai noté, où j'ai souligné des livres à fouiller, probablement que ça pourrait produire la même chose. Et d'autant plus que je pense qu'il y avait un défi énorme qui est comment transposer ce mode de pensée narratif dans un format qui était imposé ou dans les règles qui sont imposées par une revue de ce type, qui impose un mode de pensée plutôt logico-rationnel avec des règles qui sont très spécifiques. Comment rapatrier dans un autre univers? Et là, je pense aux idées de Jérôme Brunner qui dit qu'il y a vraiment 2 modes de pensée. Il y a le mode narratif avec ses règles et qu'il y a le mode logico-rationnel scientifique. Il y a d'autres règles de pensée que on ne peut pas se promener de l'un à l'autre. Alors, je ne veux pas développer là-dessus, mais c'est quelque chose qui est vraiment très difficile et vous avez réussi à faire ça, à garder la qualité narrative dans certains articles où des gens s'expriment au jeu, comme ce que vous dites, Madame Defoy, ou je ne sais pas votre nom, Madame Lefoy, dans le travail, l'article, ce que vous avez dit tout à l'heure, ou ce qu'on sent dans votre rencontre avec ces femmes migrantes en France, où il y a des ouvertures sur le jeu, dans votre article ou un autre article qui m'a frappé, de M. Mercier-Bourque et l'expertise québécoise en intervention collective. Il y a ça, et comme de ramener ça ou de côtoyer un autre mode qui explique les modalités narratives, qui fait de la recherche plus fondamentale. Alors, de ce que... Et là, c'est un mélange des articles que j'ai lus. Et ce qui m'a frappé, une des choses qui m'a vraiment frappé, puis je le retrouve dans les commentaires qui sont faits, comment, quand on adopte une perspective narrative, on est pris avec un croisement comme chercheur, comme intervenant, on est pris avec un croisement de narration. Ce que je pense que des gens qui se trouvent dans d'autres modèles n'ont pas à composer avec cet aspect. Parce que ce n'est pas juste la narration de la personne qui raconte, pour lequel on est un intermédiaire et qu'on va mettre en article pour un lecteur anonyme par la suite, qui est une première narration, et c'est la narration à laquelle on est habitué quand on lit une revue ou une recherche. Mais il y a une deuxième narration qui est comment la personne qui recueille la narration est elle-même impactée par ce qu'elle entend. Et les personnes, Madame Leroy, vous l'avez mentionné, c'est un exemple très type où vous parlez de comment vous êtes impacté, que vous, ça vous a rejoint même dans votre... personnellement. Et souvent, c'est des narrations qui sont invisibles, invisibilisées, devrais-je dire, là, quand on recueille les narrations, on éteint ces narrations-là, ou par le fait qu'on ne veut pas imposer aux gens, on ne veut pas faire dévier leur propre narration, on étouffe ces narrations-là. Et ça pourrait m'amener sur une autre ligne. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire de la place à ces narrations-là sans étouffer ou sans éteindre la voix de la personne qu'on questionne ou avec laquelle on fait une recherche? Et il y a une troisième voie, c'est évidemment la personne qu'on interroge, avec laquelle qui nous donne de l'information, elle-même est impactée par ces recherches-là. Et ça, c'était présent vraiment dans plusieurs articles, l'aspect transformatif
M. Lisère aussi, dans les expériences de groupe, le groupe du Brésil, il a fait ça comment? Le fait de témoigner de narration transforme les personnes qui le disent, que ce soit parce qu'elles le disent elles-mêmes, elles s'entendent le dire, ou que ce soit quand c'est un événement collectif parce qu'il y a d'autres témoins, d'autres auditeurs qui l'entendent et qui résonnent à ce qui est dit. Fait que ces croisements de narration-là, et ça me semble une perspective vraiment riche que les approches biographiques, narratives permettent d'inclure dans ce qui est réel, dans ce qui est disable, au lieu d'avoir des règles qui étouffent ces narrations dites secondaires et qui les enlèvent de cette narration. Et moi, une des choses que je me demandais en lisant, là, je poussais l'aspect narratif un peu plus loin, je me dis, ce serait intéressant que les gens qui ont donné leur témoignage pour l'article, pour la recherche en question, puissent lire a posteriori l'article qui a été écrit par le spécialiste ou par le professionnel sur comment il a recueilli les données, comment il les a agencées ensemble. Et je pense que ça aurait un effet. Je pense que vous avez eu cet effet-là, Mme Leroy. Je reviens à votre article parce que c'est votre article, mais vous l'avez mentionné, la transformation d'Amalia où le travail que vous avez fait lui permet de faire migrer, pour reprendre ce que Charlie présentait, faire migrer son identité et s'approprier une identité, j'allais dire dormante, elle est peut-être pas dormante, mais en tout cas, elle l'a fait rapidement sienne à tout le moins, là, parce qu'il y avait au moins un désir de quelque chose d'autre pour qu'aussi rapidement la personne s'approprie une manière ou un contexte que vous lui fournissez sans chercher à avoir d'influence directement là-dessus. Par rapport à ce que Mme Kaufmann disait, en écoutant, là c'est une association très contemporaine, il me semblait que quand vous parliez de ces espaces clos ou tout ça, le mot qui me venait, c'était des bulles de bienveillance. Et on est habitué aux bulles par le contexte actuel, mais ça me semblait des bulles qui étaient plus riches que les bulles formelles ou sanitaires qu'on a connues. Et même en écrivant, j'ai mal écrit, je pensais à bulles de bienveillance, et je me suis rendu compte que ce que j'ai écrit, j'ai un acte manqué là moi-même, j'ai écrit des bulles de bienfaisance. En me relisant, j'ai vu que j'avais fait l'erreur. Je ne suis pas si sûr que ça, j'y repenserai, mais je ne suis pas si sûr que ça soit une erreur. Autre chose, je sentais à travers tous les articles de la revue, puis ça, je pense que c'est quand on veut s'approcher au plus près des narrations de la personne, tout le monde porte un peu ce dilemme-là. Quand on veut prendre au sérieux les narrations de la personne, on est pris à comment être un expert, mais ne pas être un expert. Et c'est un dilemme, comment on a forcément comme chercheur ou comme intervenant un pouvoir. À la limite, même si nous, on ne le prend pas, il nous est délégué par les personnes qu'on rencontre, il est implicite dans les normes sociales qui nous sont attribuées, que l'on porte malgré soi, je dirais. Et il me semble que ça peut être intéressant de penser ça en termes pour sortir de ce dilemme-là, d'experts de processus versus d'experts de contenu. Il me semble que le contenu et l'évolution du contenu, ça m'apparaît, puis là-dessus, je pense que je suis porté à penser qu'on partage ça, mais que là, on sortirait de cet inconfort qu'on a entre les deux, de si on pouvait s'approprier cet expert, que c'est vrai que pour encourager les narrations des gens, pour s'approcher des gens, pour créer un contexte où les gens vont pouvoir déposer leur narration personnelle et s'ouvrir à le dire, je pense qu'on
on peut être des experts, on peut prendre cette portion d'expertise-là. Et puis, si par ailleurs, on est très vigilant pour l'expert de contenu, le laisser, je vais dire le confier, mais encore là, vous voyez, l'expertise revient. Le confier, il y a une position un peu antinomique là, quand je dis ça, mais le laisser ou le reconnaître, tiens, j'aimerais mieux le dire comme ça, le reconnaître pleinement à la personne. Oui, puis l'autre chose, je rebondissais aussi sur ce que tu disais, Charlie, puis que tu as développé dans ton article sur le concept de migration. Et là, me revenait en parallèle, je pense que ça s'oppose vraiment bien. C'est là on a un contraste net avec la vision structuraliste des choses. On n'est plus dans un univers de personnalité, de caractère, de quelque chose de définitif qui ferme les choses et où on se met à penser dans ces termes-là d'assouplir le caractère ou d'équilibrer des traits de personnalité, mais quand on est dans une étape ou dans une vision narrative de migration identitaire, je pense qu'on est dans quelque chose de plus flexible qui offre des possibilités, me semble-t-il, d'occuper des espaces de vie plus grands au niveau des gens et je dirais des collectivités. Pour moi, quand je parle des personnes, mon univers de travail a beaucoup été avec des individus individuellement, mais je pense que c'est la même chose. La vie des collectivités suit le même parcours que la vie des gens. Et là, je repensais à une phrase qui est assez célèbre. Là, je fais un lien quand je pense à migration, à flexibilité pour définir les personnes, je pensais à une des phrases qui a eu un impact pour moi assez important quand je l'avais vu, de Michael Bakhtin, le sociolinguiste, qui dit « On ne peut pas prédire », sa phrase va comme suit, « On ne peut jamais prédire le futur en se basant sur le passé, parce que le passé change constamment. » Et je pense que ce n'est pas la première partie de la phrase qui est intrigante et importante, c'est la deuxième. Et on se situe dans une perspective narrative. Je pense qu'à 20 ans ou à 60 ans, quand vous parliez, Mme Kaufmann, de la huitième étape ou stage de vie, je ne connais vraiment pas ce modèle-là. Je suis analphabète de ce côté-là, si vous voulez. Mais je pense que de revisiter sa vie peut varier. On va revisiter la même vie, refaire la même biographie, mais avec des angles un peu différents selon les moments de la vie où on le fait. Alors, je ne dépasserai pas le temps. Là, il me semble qu'il me reste une couple de minutes. Je me permets de prendre les 3 ou 4 dernières minutes pour partager une couple d'idées plus larges, si vous permettez, qui sort un petit peu de ce cadre-là, mais qui m'est venu à la lecture du livre. Dans ce numéro-là, on voit, puis je pense que c'est de la richesse, qu'il y a vraiment plusieurs disciplines des relations des sciences humaines qui sont convoquées dans ce numéro, travail social, les organisateurs communautaires, l'anthropologie, la criminologie, sociologie, etc. Il me semble que si on veut aller plus loin, je pense, on aurait avantage à greffer à ce lot-là, c'est tout le domaine des études littéraires. Et il me semble que les gens en études littéraires connaissent quelques affaires au niveau de comment développer ou permettre de développer la narrativité. Qu'est-ce qui peut et quelles sont les règles de processus pour que certaines narrations deviennent plus réelles et plus autoportantes que d'autres. Et ça, je pense que ça peut être intéressant si on veut poursuivre de faire la connexion avec cet univers-là. La deuxième remarque qui est aussi, et là, ça vient de mon milieu propre, quand je vous dis des influences de Michael White, David Epstein, au niveau du pouvoir ou de l'inconfort ou de l'expertise,
Michael Watt avait développé un concept que je trouve encore vraiment intéressant. Je parlais tout à l'heure d'expert de processus et de contenu, ça c'est ma formulation à moi, mais il parle de la position de l'intervenant ou du chercheur comme étant une position décentrée mais influente. Je n'aurai pas l'occasion de développer ici, mais si ceux qui sont intéressés pourraient regarder autour de ces idées-là, l'influence nous sort du concept de pouvoir, je pense, et décentrer rapidement étant de décentrer de soi-même, mais centrer sur la personne qu'on rencontre. Alors, décentrer, comment faire que nos questions, nos curiosités soient le plus décentrées, donc centrées sur l'autre, mais tout en étant influentes dans la mesure où on souhaite, en tout cas au moins en intervention, en recherche, je ne pense pas qu'on cherche ça, mais en intervention, on cherche que les gens s'approprient un projet de vie, que la narration biographique ou autobiographique qu'ils font deviennent jusqu'à un certain point même identitaires. Je ne veux pas créer de distorsion ou là-dessus mal interpréter la notion de biographique, de narration biographique, parce que je pense, quand je lis dans les articles, je pense que ça recouvre un peu le même concept. Mais je veux dire, au niveau de la personne qu'on accompagne, on ne veut pas juste qu'elle fasse une histoire de sa vie, mais qu'on veut qu'elle fasse une histoire de sa vie qui lui ressemble et dans laquelle elle se reconnaît et qui soit porteuse pour elle pour la suite des événements. Et enfin, vraiment le dernier point, et puis ça, je pense du côté des intervenants, ceux qui travaillent en intervention avec ces approches biographiques, et je pense qu'il peut y avoir un angle mort. Et je pense qu'il faut être vigilant là-dessus parce que dans le courant dans lequel on est, avec toutes les narrations encouragées par les réseaux sociaux et par les Facebook de ce monde, les narrations individualisées peuvent devenir des narrations isolantes et égoïstes ou égocentriques. Et je pense que quand M. Lisard travaille avec des groupes et qu'on a l'écho d'autres personnes qui entendent ou qui peuvent raisonner, on a moins ce problème-là, on a moins cet effet-là. Mais moi qui suis psychologue ou qui ai été psychologue pendant plusieurs années, qui travaille en individuel, je pense qu'il faut guetter ou surveiller pour pas que nos narrations, ça peut être un angle mort, dans ce courant qui encourage les narrations individuelles. Et je pense que l'approche narrative, je dirais même d'une perspective plus large, a pu être encouragée à avoir le vent dans les voiles par notre époque des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un lien à faire, en tout cas, il me semble-t-il qu'il y a un lien à faire. Et je pense que nos narrations ne peuvent pas juste être individuelles. Et là, je repense au pédagogue brésilien Paulo Freire qui disait qu'il faut rechercher l'unité dans la diversité. Ou dit autrement, je pense à d'autres moments, qu'il faut réussir à coordonner nos narrations entre nous collectivement. Merci. Écoute, merci énormément. Tu es peut-être un petit témoin, comme tu disais, mais avec des grandes réflexions que tu viens de nous partager. Je t'en remercie. Donc, un mot pour dire merci, mais peut-être dans l'esprit d'un des commentaires, l'objectif de ce panel aujourd'hui, c'était entre autres de vous intéresser à ce numéro de la revue Nouvelles pratiques sociales. Et c'est exactement ce que je lis là, dans le fil de discussion. Oui. Ça m'a donné envie de lire la revue et en particulier les articles des 4 panélistes. Donc, c'est objectif atteint, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup à André Grégoire comme petit, moyen et grand témoin. Et merci à vous tous d'avoir été là parce que aussi, un panel, c'est bien qu'il y ait de la résonance, qu'il y ait une poursuite aussi. Et si vous êtes comme moi, l'activité d'aujourd'hui m'a identifié de nouvelles pistes de réflexion, éventuellement de poursuite de notre travail de chercheurs intervenants, formateurs, avec
avec l'approche biographique et avec l'approche narrative. Donc, intégrons le numéro de Nouvelles pratiques sociales, lisons-le, vos commentaires seront les bienvenus et on verra quelles suites sont possibles après avoir intégré ces contributions de tout le numéro. Alors, merci tout le monde. Au revoir.